Mittermeier. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. oui, avec plaisir. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Oui, alors je m'appelle Catherine Mittermeier, je suis assyriologue, ça veut dire que je travaille dans les études mésopotamiennes et je suis professeure à l'Université de Genève. Donc on va commencer par l'origine. C'était quoi les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier? Alors je me suis toujours intéressée aux sciences de l'Antiquité, ça m'intéressait beaucoup de connaître le passé, les cultures du passé. Donc j'avais commencé avec les études classiques, avec l'archéologie classique, le latin et le grec. Et je dois avouer que j'avais jamais entendu parler de la Mésopotamie avant. Et c'est un peu par hasard que j'ai découvert qu'il existe une langue qui s'appelle sumérien et akkadien, mais c'est surtout le sumérien que j'ai rencontré en premier. Et puis j'ai décidé d'aller écouter un cours sur le sumérien parce que ça me disait rien du tout. Et depuis la première minute, c'était la fascination pour moi. J'étais fascinée de découvrir une langue dont j'ai jamais entendu avant. C'était lié à une nouvelle écriture, à l'écriture cunéiforme. Et on connaissait très peu de cette langue. Et c'est ça qui m'a fascinée dès le début. Et cette fascination continue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez dit lors d'une interview que la langue sumérienne, on n'a pas trouvé, comment dire, d'équivalent par rapport à une langue aujourd'hui, quoi, un lien, quoi. C'est vraiment une langue Ouais. à part. Oui, c'est une langue à part. On essaye de trouver des liens, des parentés avec d'autres langues. Donc, on a fait plein de propositions. On essaye aussi de trouver des ressemblances au niveau du vocabulaire avec d'autres langues. Mais en fait, ça reste une langue isolée jusqu'à aujourd'hui. Une langue isolée, donc ça veut dire qu'on a aussi, on a aucune langue avec laquelle on peut comparer le sumérien, donc on ne sait pas comment il faut prononcer les mots que nous connaissons. On ne peut pas parler cette langue, on ne peut que la déchiffrer et lire et traduire. Aujourd'hui, la langue sumérienne, est-ce que c'est la langue la plus ancienne actuellement qu'on ait découvert ou selon vous, il y en a forcément une autre, encore plus ancienne? Donc, c'est la plus ancienne langue qui a été écrite. C'est ce qu'on peut dire. Donc, c'est la première langue qui a été écrite sur des documents. Donc, il y avait certainement d'autres langues, parce qu'on parle là du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, il y avait certainement d'autres langues, mais c'est la première langue écrite. D'accord. Très, très peu avant l'égyptien. Oui. Ouais. Alors j'aimerais que vous nous parlez alors ça j'ai beaucoup aimé, vous avez enfin, signalé ça aussi dans une interview qu'au départ, pour communiquer, en fait, ils enrobaient ça dans une sorte de boule. Vous appelez ça token. Et je trouve ça intéressant, le processus jusqu'à la tablette, en fait. Oui, alors ça c'est un développement très très intéressant et on a la chance qu'on peut très bien ou pas mal retracer le développement vers l'écriture, les débuts de l'écriture proto-cunéiforme, parce que les premières écritures on les appelle l'écriture proto-cunéiforme et ensuite on a le développement vers le cunéiforme qu'on connaît mieux. Donc c'était au cours du 4e millénaire qu'on peut observer un besoin d'enregistrement pour une économie grandissante. Donc, et c'est pendant ce développement qu'on a essayé de trouver des solutions pour enregistrer des biens. Et donc, tout au début, on a mis dans des boules en argile, on a mis des petits objets qu'on appelle tokens. Donc, c'était la première étape pour compter des biens, pour enregistrer des transferts de biens. Donc, ils ont mis des petits tokens dans des boules. Ensuite, la prochaine étape, c'est qu'ils n'ont pas seulement mis ces tokens dans les boules, mais qu'ils ont même fait l'impression de ces tokens à l'extérieur des boules. Et ça, c'est en fait le premier développement vers une vraie tablette, parce que la prochaine étape, c'était
parce qu'on s'est dit, là, on fait une double information, on met les tokens dans une boule et on les enregistre à l'extérieur. Pourquoi? Donc, on peut faciliter la chose. On va seulement imprimer les tokens ou les objets à l'extérieur ou sur une surface d'argile. Donc, on s'est distancé de la boule, on n'a que fait une tablette en argile, un peu rectangulaire, et puis on a imprimé les biens sur cette tablette. Ensuite, on s'est dit, mais ben, si on met déjà le nombre des biens sur l'extérieur, on peut aussi ajouter l'objet ou l'animal dont on parle. Et c'est comme ça qu'on s'est développé de plus en plus vers une écriture. Donc, ça, c'était les premières tablettes finalement où on a enregistré des chiffres en combinaison avec un objet ou un animal. Du coup, Et là, on est à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. oui, ouais, ça remonte, hein. Ouais, ça remonte bien. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que la première forme de communication enfin, gravée, quoi, par écrit, c'était uniquement basé sur l'économie? Oui, oui. Alors, l'écriture s'est certainement développée pour l'économie. On peut observer là, on est là dans une phase d'urbanisation, donc la population s'agrandit et puis il y a de plus en plus euh, une économie grandissante pour aussi cette population grandissante. La population se retrouve dans des villes qui grandissent aussi. Ça, c'est le processus de l'urbanisation. Et puis, on avait le besoin ouais, d'enregistrer ces transferts qu'on a fait. Donc, si on a vendu, disons, 10 moutons à quelqu'un, il fallait l'enregistrer. Et c'est certainement aussi lié à l'économie à cette époque était certainement aussi liée à des grands temples, à des palais. Il y avait déjà une société hiérarchisée. Donc, tout était contrôlé et organisé de quelqu'un. Euh, et on ne connaît pas encore tout à fait les différents fonctionnaires de cette époque. Mais c'était certainement lié à Temple ou Temple-Palais même. Donc, et là, c'est développé le besoin d'enregistrer les transactions qui ont été faites. Et finalement, le processus allait très vite. Dès que ça a commencé, ça a déclenché vraiment un processus assez rapide. Donc, on a réalisé que ça aide beaucoup. Et dès qu'il y avait cette écriture qui a été développée, on peut aussi observer qu'il y avait tout de suite des premières sortes d'écoles. Donc, on a transmis le savoir sur cette écriture pour avoir des gens qui étaient capables aussi de noter ces transactions et d'utiliser cette écriture. Donc, les premières découvertes, enfin, les premières traces que vous avez découvertes, c'est au sud de l'Irak, c'est ça? Oui, c'est du sud de l'Irak, de la ville d'Uruk. C'est surtout d'Uruk qu'on connaît bien le développement. Donc, c'est là qu'on peut aussi observer donc, ces premiers documents. On parle là dans un premier temps des tablettes numériques, ça veut dire des tablettes où il n'y a que des chiffres. Et ensuite, on a quelques étiquettes qu'on a probablement attachées à des jarres avec justement le contenu des jarres, par exemple. Et puis, on a les tablettes idéographiques, donc des tablettes où on a les premières signes protocunéiformes dessus. Et tout ça, on a découvert à Uruk un grand centre économique et culturel au sud de l'Irak actuel. C'était une grande culture qui s'est ensuite répartie sur toute la région, diffusée sur toute la région. Alors, j'ai une question un peu philosophique à vous poser. Du coup, à travers vos recherches, vos travaux, vos rencontres, vous, qu'est-ce que vous avez du coup appris sur l'être humain? Sur l'être humain.
Peut-être que je ne parlerai pas en premier sur l'être humain, mais surtout sur le passé. Et là, c'est certainement la richesse du savoir d'une époque vraiment lointaine. On est là, on parle là d'une époque il y a 5000, 6000 ans. On, on connaît mieux toutes ces cultures du deuxième millénaire, disons, par exemple. On connaît une richesse dans la littérature sumérienne aussi que j'aurais jamais attendu. Alors, ce qui me passionne là, ou ce que j'ai découvert, c'est vraiment qu'il y a plein d'idées, plein de réflexions qu'on a actuellement qui ont déjà occupé les gens il y a 4000, 5000 ans. Donc, on peut vraiment dire là que l'histoire revient et les mêmes pensées reviennent. Donc, ils sont réfléchis sur la vie, sur les relations, sur la famille, sur la religion, les divinités, comment a été créé le monde. Ils se sont posés plein de questions que nous nous posons aussi aujourd'hui. Et c'est quelque chose, oui, qui m'a toujours fascinée, ou ce que j'ai effectivement découvert dans ces cultures. Pensez-vous qu'avec la technologie actuelle et même future, on peut déchiffrer du coup les symboles sumériennes et mieux comprendre, on va dire, le passé, quoi. Alors, j'imagine que avec les technologies qu'on a à disposition, ça va bien changer la recherche, certainement. Alors, depuis que j'ai fait mes études, il y a déjà un énorme développement qui s'est fait dans la discipline. Par exemple, il y a 20, 30 ans, on n'a pas eu une seule base de données. C'est chacun qui a travaillé avec ses fichiers sur papier, mais il n'existait pas de base de données pour faire des recherches. Et dans les dernières 20 années, il y a déjà un énorme développement à ce niveau-là. Ça devient de plus en plus important. Donc, les projets se digitalisent, les nouvelles technologies sont intégrées, on travaille avec des scans 3D, on travaille avec des reconstructions des sites de l'Antiquité. Donc là, je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à faire. Et quand on peut voir combien ça a changé dans les dernières 20 années, il y aura certainement encore un énorme développement à faire grâce aux nouvelles technologies. Ouais. Là, j'en suis sûre. Donc vous aimez aussi transmettre. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent se lancer dans ce métier, en fait? Oui, il faut suivre sa passion. En tout cas, c'est un métier absolument fascinant. Il faut être idéaliste. Il faut être vraiment idéaliste. Mais moi, je suis sûre, alors au moins, c'est ce que j'ai j'ai suivi pour moi pendant toutes ces années. Euh, je me suis dit que je vais faire ce qui m'intéresse, ce qui me passionne. Et c'est cette passion qui m'a portée pendant toutes ces années et qui m'a aidée à peut-être à trouver finalement aussi un poste. Donc, si on est passionné de quelque chose, il faut suivre cette passion. Il ne faut pas se poser trop de questions. Qu'est-ce que je vais faire à la fin? Où sont les débouchés pour ce métier? Parce que c'est clair, ça va bloquer, parce qu'on ne peut jamais promettre un avenir pour ce type d'études. Mais si ça passionne quelqu'un, il faut suivre sa passion. Au moins, on pourra dire qu'on a vécu ses rêves et c'est déjà quelque chose. Et moi, j'ai observé ou j'ai fait l'expérience aussi, si on veut le faire, on trouve des chemins. Il y a quand même plus de choses à faire dans ce domaine qu'on pourrait s'imaginer. Alors, on va finir par une dernière question. La liste, à mon avis, est longue, mais est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes? Oui, alors là, j'aurais à remercier, en tout cas, mon professeur qui m'a
oui, qui a vraiment réveillé cette passion en moi, ou qui m'a fait découvrir cette culture. Donc, c'est le professeur Pascal Attinger qui avait enseigné à l'époque à Berne. Oui, je crois que c'est grâce à lui que je suis restée dans cette discipline, que j'ai... Ouais, ces cours, ils étaient fascinants. Il avait une approche à cette discipline qui était toujours très basée sur la recherche aussi. Alors, il n'a jamais caché que c'est une discipline encore très jeune, où il y a plein de choses à faire, où il y a plein de difficultés aussi. Mais c'est justement ça ce qui m'a passionnée. Et ouais, alors si j'ai... ouais, ça serait lui à qui j'exprimerai mes remerciements. D'ailleurs, dans ce domaine, y a-t-il beaucoup de femmes? De plus en plus, ouais, ouais, de plus en plus. Quand moi j'ai commencé, j'étais entourée par par des étudiants hommes. Mais de plus en plus, il y a aussi des femmes. Ouais, ouais. Je crois que c'est comme un peu dans toutes les disciplines, surtout des lettres, qu'on a pas mal d'étudiantes aussi et des collègues aussi. C'est clair que euh, au dernier niveau, donc au niveau des professeurs, il y a toujours plus d'hommes que de femmes, mais c'est en train de changer. Donc ça, on peut quand même observer qu'il y a là certainement une égalité euh, au niveau hommes et femmes qui est en train de s'établir. Ouais. Très bien, bah, sur ce, merci beaucoup, Madame Mittermeier, pour votre temps et partage, et puis bah, continuez à transmettre. Je vous remercie aussi. Merci à vous.